Bonjour Guillaume Garot. Bonjour. Vous êtes intéressé à de multiples facettes du système alimentaire, que ce soit du côté des industries de la transformation, de la lutte contre le gaspillage. Pouvez-vous nous décrire brièvement cet itinéraire? D'abord, moi, je veux vous dire que je suis issu du monde agricole, au sens où je suis fils d'agriculteur, petit-fils de métayer, donc j'ai une culture familière des questions agricoles et des questions alimentaires. C'est pas neutre, je pense, dans mon itinéraire et dans mon parcours. Alors, en effet, j'ai été, je suis élu, moi, d'abord, d'un département, la Mayenne, qui est un département agricole, rural. J'ai été avec Jean-Marc Ayrault, ministre délégué à l'agroalimentaire, donc entre 2012 et 2014. Ensuite, je me suis en particulier intéressé à la question du gaspillage alimentaire comme ministre, mais comme député ensuite. Et j'ai fait voter une loi en 2016 à l'unanimité contre le gaspillage alimentaire, qui était la première loi en Europe assurément et probablement dans le monde pour mobiliser des moyens publics contre le gaspillage alimentaire. Donc une politique publique contre le gaspillage alimentaire. Et puis, je suis président du Conseil national de l'alimentation et à ce titre-là, le spectre est extrêmement large et en particulier depuis plusieurs mois et à la faveur de la période que nous traversons tous, je me suis en particulier intéressé à la question de la précarité alimentaire et ça va être un des enjeux de notre entretien. Je vous remercie pour ces précisions, Guillaume Garot. Vous portez aujourd'hui une proposition de couverture alimentaire universelle. Pouvez-vous nous expliquer le contenu de cette proposition et pourquoi est-ce que vous la portez? Je la porte d'abord parce que on fait le constat que la crise du Covid a révélé des inégalités criantes et qui se focalisent en particulier sur la question alimentaire. Il y a un rapport très récent du Secours catholique qui nous explique qu'aujourd'hui, il y a près de 8 millions de personnes qui souffrent de la précarité alimentaire, qu'il y a presque 10 millions de pauvres. Donc, on ne peut pas faire comme si cette question-là n'existait pas. Ça concerne quand même un Français sur 6. Donc, quand on est responsable politique, qu'on s'intéresse à ces questions d'alimentation, on se dit, mais quelle solution on peut avoir? Alors, bien sûr, il faut que la machine économique permette de créer suffisamment d'activités, d'emplois pour que chacun puisse subvenir à ses besoins. Mais est-ce que ce sera suffisant dans une période où on est avec un chômage massif et qu'on n'a jamais réussi à résorber totalement? Donc, la question aujourd'hui de la lutte contre la précarité alimentaire, c'est un objectif de politique publique et sans doute davantage encore que les dernières années. Alors, comment on fait? La proposition que j'ai faite, en effet, c'est celle d'une couverture alimentaire universelle. D'abord pour poser le sujet, parce que moi, je suis un de ceux qui considèrent que l'alimentation, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Que l'accès à l'alimentation et à une alimentation de qualité, c'est un droit. Alors, je ne dis rien de révolutionnaire, c'est juste et c'est inscrit dans notre Constitution. C'est un droit humain. Et donc, l'idée de cette couverture alimentaire universelle, c'est de garantir à chacun l'accès à cette alimentation. Alors, la question qui vient après, c'est mais comment on fait? Bien sûr. Moi, je n'ai pas de baguette magique. Mais ce que je me dis aujourd'hui, lorsqu'il y a autant de gens qui souffrent de la faim, c'est qu'on doit d'abord être capable d'articuler des dispositifs et de généraliser des dispositifs qui existent, mais qui n'existent pas forcément partout. Prenons l'exemple des tarifs sociaux dans les cantines scolaires. Toutes les collectivités locales n'appliquent pas aujourd'hui des tarifs solidaires. Or, on sait très bien que la question de la tarification, elle est première lorsque on souhaite que tous les enfants puissent au moins une fois par jour avoir accès à un repas équilibré, celui de la restauration scolaire. Donc,
peut-être faudrait-il d'abord nous dire, assurons-nous que toutes les collectivités en France proposent ou sont en capacité de proposer des tarifs solidaires, ça veut dire établis en fonction des ressources des familles, des revenus des familles, pour qu'aucun enfant ne soit privé d'accès à la cantine le midi pour des raisons financières. Alors, disant cela, ce n'est pas évident non plus de mise en œuvre, parce qu'il y a un principe de liberté des collectivités locales. Hein. On ne peut pas imposer des obligations de gestion, mais il faut trouver les voies et les moyens dans le cadre des principes qui existent aujourd'hui pour qu'on généralise les tarifs sociaux en France pour la restauration scolaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose avec laquelle on pourrait articuler cette couverture alimentaire universelle, c'est garantir aux associations de solidarité des moyens pérennes, donc pluriannuels, qui leur permettent d'assurer cette mission bénévole de solidarité. Alors, disant cela, vous me direz, mais vous ne renoncez pas à transformer complètement le système pour que chacun puisse avoir les revenus suffisants pour manger. Mais il faut bien répondre à l'urgence. Et aujourd'hui, ce sont les bénévoles des associations qui répondent à cette urgence. Encore faut-il qu'ils aient les moyens de faire face. Donc, l'État doit prendre des engagements très forts vis-à-vis de ces associations sur un financement pluriannuel de leurs moyens, de telle sorte qu'un bénéficiaire dans une commune, en milieu urbain comme en milieu rural, soit garanti d'un accès à ces associations de solidarité. Donc, c'est avec elles qu'il faut construire ce maillage-là, mais je crois que c'est à notre portée dans un pays aussi riche et aussi attaché à la solidarité que l'est la France. Ensuite, troisième volet, on a voté durant le plan d'urgence phase 1 du confinement le principe d'aide de bons alimentaires pour les personnes en difficulté. Certaines collectivités, des conseils départementaux, des communes l'ont aussi décliné à leur niveau. Ça, je pense que c'est un point très important, mais là aussi, il faut se donner des moyens durables. Parce que la pauvreté, on ne va pas en sortir, hélas, demain matin. Donc, il faut qu'on puisse garantir l'accès à ces bons alimentaires et des bons alimentaires pour aller vers une alimentation de qualité. Hein. On peut franchement organiser au plan local des circuits de distribution qui nous permettent de dire aux ressortissants, aux bénéficiaires, écoutez, il y a ce bon alimentaire pour des produits de qualité. Parce que je considère depuis longtemps que si l'alimentation est le miroir des inégalités, alors il faut qu'on soit en capacité de garantir la bonne alimentation à chacun, parce que ça a des conséquences immenses sur la santé des uns et des autres. Donc, faisons en sorte que ces bons alimentaires, lorsqu'ils existent, et si besoin, généralisons-les, permettent cet accès à une bonne nourriture chaque jour. Donc, vous voyez, rien qu'avec ces dispositifs qui existent déjà aujourd'hui, mais à qui on donne une pérennité et à qui on donne une solidité, en même temps qu'on les rend cohérents, on a les premiers jalons d'une couverture alimentaire universelle. Les premiers jalons. Alors, on verra bien, une fois qu'on a posé ça, comment on peut aller plus loin. Après, c'est une question d'abord philosophique, c'est vrai. Est-ce que l'accès à l'alimentation doit être garanti par la société, donc garanti par l'État? Moi, je considère que oui, mais ça mérite un débat public, un débat politique, parce qu'il est d'abord un débat d'idées. Et puis ensuite, il y a la question des choix qu'on fait, donc des moyens qu'on affecte. Et là, c'est un autre débat sur les sommes qu'on flèche dans le budget du pays en direction de la lutte contre la précarité alimentaire. Voilà comment on peut avancer de façon graduelle, mais de façon déterminée, avec un cap, parce que y a quelque chose d'insupportable dans un pays quand même aussi riche que nous le sommes,
Nous sommes la sixième puissance économique au monde. Sixième puissance économique au monde, et on ne serait pas capable de nourrir l'ensemble de notre population. C'est pour le moins paradoxal, mais je dirais même c'est choquant. Et donc, si on veut lutter contre cette inégalité qu'est l'accès à une bonne alimentation, alors il faut prendre des moyens nouveaux. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions, à la fois sur votre proposition de couverture universelle alimentaire et sur les premières propositions que vous apportez sur ces volets d'action qui concernent des dispositifs existants, que ce soit sur les cantines scolaires, sur le secteur associatif ou sur des bons alimentaires pour des produits de qualité. Une dernière question. Donc, nous sommes ici pour parler de résilience. En quoi cette proposition, selon vous, constitue un enjeu de résilience alimentaire? C'est une vraie question et une question de fond. Bien sûr, on se dit couverture alimentaire universelle, c'est l'urgence. Mais c'est aussi, je le disais, une conviction philosophique. C'est une réponse durable, une couverture alimentaire universelle à la précarité alimentaire. En tout cas, il faut poser les choses de cette façon-là. Ça veut dire que dans les politiques alimentaires et dans les politiques alimentaires locales, je pense à cette démarche qui s'appelle les PAT, vous savez, les programmes alimentaires territoriaux. On doit intégrer cette dimension de la lutte contre la précarité. Parce que si on met autour de la table l'ensemble des acteurs locaux, des acteurs économiques, des acteurs publics, des acteurs associatifs, et qu'on se dit on va traiter cette question de la lutte contre la précarité, comme on va traiter les questions économiques, comme on va traiter la question environnementale, comme on va traiter la question des circuits courts, de ce qu'on met dans l'assiette ensuite dans la restauration des enfants, alors on fait de cet enjeu social un enjeu d'intérêt général. Et là, on est dans la résilience. Parce qu'on considère que en traitant cette question sociale, on fait avancer l'ensemble de la société. Et on se donne les moyens, collectivement, de répondre à l'ensemble des enjeux qui concernent l'alimentation, qui sont des enjeux économiques, bien sûr, mais qui sont aussi des enjeux environnementaux, des enjeux de santé, des enjeux sociaux. Vous savez, moi, je me bats depuis des années contre le gaspillage alimentaire. Et on voit qu'à travers cette question qui n'est pas marginale, on arrive à mobiliser les Français, on arrive à mobiliser les consommateurs comme citoyens, on arrive à mobiliser les acteurs locaux autour d'objectifs simples. Et donc, moi, je souhaite vraiment que, comme on l'a fait pour cette démarche-là, eh bien, avec l'enjeu social qui est l'alimentation, on arrive aussi à mobiliser des acteurs très différents, non pas dans une vue, comment dire, qui serait stigmatisante, mais dans une vraie vision de solidarité en disant manger 3 fois par jour, c'est le premier des droits humains. Le premier des droits humains. Et donc, notre société doit se mobiliser pour réussir tout ça. Et à travers ça, c'est un modèle alimentaire plus durable, parce qu'on traitera l'ensemble des questions à travers cette entrée sociale, cette entrée fondamentale, toutes les questions. Comment donner accès à chacun à l'alimentation? Ça veut dire une alimentation qui permette de rémunérer les producteurs. C'est une alimentation qui permet de préserver aussi la planète. C'est une alimentation qui est plus favorable à la santé de tous. Très franchement, à travers cette question sociale, c'est l'ensemble des questions que nous pouvons traiter. Donc, on est dans la résilience. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces réflexions très porteuses et qui constituent un vrai sujet d'avenir. Et on aura le plaisir d'échanger plus longuement avec vous lors du forum qui aura lieu du 25 au 27 novembre. Donc, un grand merci pour votre participation. Merci à vous et avec un grand plaisir, rendez-vous donc pour le forum.